bonjour chers auditeurs. Voilà, je vais vous raconter une autre histoire. Vous savez pourquoi on dit le col Saint-Bernard? Eh bien voilà l'origine. 11e siècle, un château qui donnait sur Annecy du 11e siècle. La Savoie n'existait pas en tant que telle. C'était le comté de Genève et d'Annecy. Et là, cette famille Menton eurent un enfant qui le nommèrent Bernard. Alors, je tiens à préciser, quand on dit Menton, on pense Menton près de Nice. Non, c'est Menton en Haute-Savoie. Et là, bien sûr, Bernard, c'était la joie. Et le père qui était à la chasse, vite, son sonne et trompette, et dès aussitôt, il est baptisé comme se faisait à l'époque. Il a eu une éducation, mais cependant, on remarquait quelque chose. C'était un petit homme épris de la prière. Curieux de tout, comme sont tous les enfants, et sa mère lui apprenait à lire. On mettait des lettres sur des petits galets de même forme, et il apprit à lire rapidement. Bien sûr, sa mère, comme sont toutes les mamans, elle transmit la foi. Son père le laissa grandir. Mais cependant, il lui a dit « Mon fils, tu as 15 ans. Il faut que tu sois un bon chevalier. Tu iras à Paris. » Et les mamans sont toutes les mêmes. Et elle lui donna un précepteur Germain. À cette époque, tous les seigneurs et les fils de seigneurs avaient un précepteur. Et là, on alla à Paris avec 2 serviteurs, son précepteur Germain et lui-même. Et il n'y avait pas les pancartes comme on en voit de partout. Il y en a tellement qu'on ne les voit plus. Bon, des choses qui arrivent. On s'orientait par les oiseaux ou la mousse qui était côté nord. Et si on se perdait, on arrivait toujours à se retrouver par la disposition des étoiles. Et voilà, il est arrivé à Autun. Bien sûr, ils logèrent chez les amis de M. de Menton. Et arrivé à Autun, les Romains avaient fait une route qu'on appelait à l'époque gallo-romaine, qui allait rejoindre Boulogne-sur-Mer. Pourquoi? Parce que les Romains avaient aussi dominé l'Angleterre, et c'était le passage le plus court. Et bien sûr, ils s'arrêtèrent à Cluny, ce grand monastère. Au bout de 15 jours, 3 semaines, ils arrivèrent. C'était Paris, mais Paris petit. Il y avait encore les remparts de pierre, de bois. Et là, il vit toute une vie qui grouillait. Les marchands, les artisans, marchands de légumes. Aussi, les bêtes traversaient les rues sans plus. Il y avait même des porteurs d'eau qui allaient chercher l'eau à la Seine. Mais c'était de l'eau pure et naturelle. Et là, bien sûr, il fit ses études. On a pris la rhétorique, l'arithmétique. Aussi, c'était la science, philosophie, théologie. Et pendant 3 ans, il y resta. Et son père, de temps en temps, ils écrivaient. Mais pour que mon fils fréquente quand même les gens de relation. Il est vrai que les étudiants étaient de fils de nobles en général. Ils venaient d'Écosse, d'Angleterre, de l'Espagne et tout. Il retourna chez lui.
son père. Ah, quel bel homme que c'est! Ah, et sa mère. Oh, mon garçon! Oh, mon garçon! Mais ce qu'on avait remarqué, c'était la beauté de son visage et même la beauté de son âme se voyait à travers ses yeux. On dirait, vous êtes romantique? Non, 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 non. Cependant, son père lui dit, ah, maintenant te voilà jeune, t'as fait des études, il te faut maintenant être chevalier. Je commence à vieillir. Et le comté de Nice, le comté de Genève. Mon fils, c'était la coutume. Bien sûr, à son arrivée, il y avait les fêtes, toutes les dames, les jeunes filles étaient dans leur plus belle atour. Son père lui dit, je t'ai préparé une épouse, Marguerite de Miolans. Mais père, on ne discute pas! Et il se présenta. Mais tu m'as pas l'air bien mépris, mon garçon. Cependant, il eut un combat terrible en lui-même. Mais père, laisse-moi réfléchir. Il n'y avait pas question de réfléchir. Et on prépara le mariage. À l'époque, le Seigneur, on ne discutait pas. Et bien sûr, on prépara cette fête du mariage. Tous les seigneurs du coin étaient convoqués et tout. Cependant, on eut un soupçon sur Germain, son précepteur. Bon, c'est encore celui-là qui l'a détourné du mariage. Et il fut convoqué et mis à la porte. Mais voilà que le mariage se préparait. Bernard disait, mais je suis appelé à une autre mission. Eh bien, question. On prépara le mariage. Autant les cuisiniers que les troubadours. Tout le monde préparait cette grande journée. Et le soir, bien sûr, à la veille, il s'enferma. Ah, que dois-je faire? Je dois beaucoup à mes parents. Il faut que je me marie. Ils m'ont trouvé Marguerite de Miolans, qui est une femme admirable, pleine de vertus, ce qu'il me conviendrait. Mais Dieu m'appelle à autre chose. Comme tout mortel, il prend le sommeil et une voix lui dit « Je suis Nicolas. Aie confiance, je t'aiderai. » Tout d'un coup, il se réveille. J'ai entendu une voix, celle de Nicolas, de Smyrne. Et là, voilà, pris la décision. Il y avait sa chambre. Ce château était sur les hauteurs à 7 mètres de haut. Brisa une barre et partit par cette fenêtre. Nicolas l'avait protégé, car ceux qui tombaient par cet endroit étaient sûrs de trouver la mort. Et voilà que le matin arrive. Tout le monde est atterré. Les musiciens, les cuisiniers, les clercs, enfin tout ce peuple était là. Même les seigneurs du coin. Mais mon fils, dépêche-toi! Il est l'heure, on t'attend! Rien, aucune voix. On défonça la porte. Et à l'époque, c'était des portes solides, c'est pas comme des portes de contreplaqué. Bon. Rien. Mais c'est pas possible! Il s'est pas parti par cette fenêtre. Comment aurait-il pu? Et on voit sur un papier, un parchemin, comme on dirait à l'époque, « Père, mère, ne soyez pas dans l'inquiétude. Je suis appelé à une autre mission. » Oh, le désarroi! Les pauvres parents en étaient complètement effrayés, attristés. Et on présenta le parchemin à tous ces gens. Alors les invités
partir pour éviter encore ce grand chagrin. Et voilà que son père, sa mère, déponce la porte et voit sur un parchemin « Je ne suis pas appelé au mariage, mais une autre vocation plus grande. » Les parents étaient attristés. C'est bien qu'on passa à tous les invités ce parchemin. Et là, tout le monde s'en alla pour éviter que ces pauvres parents soient encore plus attristés. La porte défoncée aussi. Mais comment a-t-il fait? Il a sauté de sa chambre à 7 mètres de profond sur une roche. Miracle, Saint-Nicolas l'avait protégé. Et il alla directement à Os, côté italien. Il alla à la cathédrale d'Aos, mais affamé, fatigué. Un chanoine le vit, mais qui c'est celui-là? Il a l'air bien distingué. C'est pas un malheureux, un mendiant. Il le réveilla. Mais qui es-tu? Et lui raconta son aventure. Je suis Bernard de Menthon. Mais il y a un lien de parenté avec ta mère. Et bien sûr, ce chanoine lui donna ce qu'il faut pour reprendre des forces. Toi, mon garçon, on va t'accueillir dans notre communauté. Et tu feras les études. Mais c'était aperçu. Mais tu en sais des choses et tout. Je vais te perfectionner en théologie. Si bien que, à bout d'un temps, il fut admis par les chanoines de Saint-Augustin. On lui permit même de faire des homélies, des exhortations. Et il fut admis par toute cette communauté. Et l'évêque lui dit « Mon garçon, tu as l'art de toucher le cœur des gens. Tu iras aux environs des montagnes. Il est vrai qu'Aos était une région très chrétienne, mais à la suite des temps, il y eut un relâchement et on vivait le paganisme mélangé du christianisme comme aujourd'hui et du paganisme, l'ésotérisme et toutes ces questions. Il s'occupait toujours des malheureux, assidu à la prière, mais quand c'était Bernard qui donnait les sermons, l'exaltation, eh bien, exhorté, l'église était archi pleine. Cependant, c'est là où c'est le moment le plus célèbre. On passait par le col Jupiter, 2200 mètres d'altitude. Et il y avait des bandits qui harcenaient ces voyageurs, ces pèlerins qui allaient à Rome. Et un jour, il dit « Je vais y aller ». Mais vous risquez votre vie. Il pria son saint Nicolas, Dieu te protégera. Tout le clergé et les 9 Français qui étaient libres, on avait gardé le 10e otage. Et là, l'orage éclata, le tonnerre, les éclairs, tout. Et il dit, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Il avait mis comme on mettait autrefois et comme on le met encore aujourd'hui pour les prêtres exorcistes et l'évêque par excellence. Croyez ou croyez pas, je vous le dis. Et là, ce col Jupiter était habité par un habitant de grandeur démesurée et il faisait peur à tous les pèlerins. Il fit l'exorcisme, un grand exorcisme,
Et là, avec son étole, d'où subaient des chaînes, l'homme tomba fracassé. Il y avait aussi, il revint, tout le monde était... Comment tu as pu chasser ces bandits alors que tous ceux qui passaient mouraient, étaient détroussés? Même un saint bien avant, Saint Martin de Tours, était passé par ce col Jupiter. Mais lui, par la grâce de Dieu, il ne fut point attaqué. Aussi, il alla aussi exorciser le petit col de Jupiter. Et comme il avait connu, durant ses études à Paris, les fils de nobles et tout, il dit, il faut construire un grand bâtiment. Mais à l'époque, les hivers étaient sérieux. Au mont Jupiter, il y avait au moins 9 mois où c'était inaccessible. Il fallait pendant l'été amener la chaux, le mortier, le bois et tout. Il était impossible d'accéder à ce camp. Des neiges, des avalanches, des froids, du brouillard, givré et tout. Et il fit construire par les dons des uns et des autres des seigneurs. Et petit à petit, il abrita ces gens. Comme il avait une ascendance énorme et que c'était un homme de prière, des jeunes gens vigoureux, il fallait être vigoureux, c'était là impossible autrement, vigoureux qui habitèrent. Et leur rôle, c'était les pèlerins, les voyageurs qui étaient égarés, de leur porter secours. Mais cependant, Bernard avait un sens pratique. Quand vous prenez un pot qui a été sous la neige et qui est presque mort de froid, allumez un grand feu, mais ne le prochez pas tout de suite, progressivement. Et pour le masser, vous mettez de l'eau à peine tiède. Et ainsi, il reprendra petit à petit. On les restaurait, on leur donnait la santé et ils pouvaient repartir. Ça pouvait durer 3 mois, 4 mois, 5 mois. Aussi, à chaque fois qu'il avait des dons, on agrandissait. Comme diraient les braves gens de l'époque, mais c'est trop grand, c'est trop grand. Aussi, Bernard allait à Os et allait souvent au mont Jupiter. Et la vie se passait. Bernard, un jour, il rencontre un seigneur, un roi, Henri IV d'Allemagne, pas Henri IV de chez nous, Henri IV d'Allemagne, vers le XIe siècle, pour vous situer dans l'histoire. Il va le voir et lui dit, « Seigneur maître, vous voulez attaquer le pape? Vous irez à Rome et il vous arrivera des calamités. Tous vos soldats déserteront et il y aura la peste et le choléra. Mais ne cédez pas, vous attaquez la personne du pape, il vous arrivera ceci. Mais d'un orgueil fou, il eut la honte, toute son armée avait déserté et on attrapa la peste. C'était l'époque, ne soyez pas choqués. Il demanda un grand pardon. Et là, pendant 3 nuits, 3 jours, 3 nuits, habillé d'un sac. Et là, il jeûna. Il reçut le pardon. Oui, à l'époque, c'était dur. Et il a juré toutes ses bêtises, son orgueil. Aussi, Bernard avait le don de réconciliation. Les seigneurs se battaient comme les voisins pour des peccadilles,
Par la grâce de Dieu, il réussit à réconcilier ces gens. Il est vrai que sa sainteté pesait beaucoup. Cependant, les gens qui allaient passant par le col Mont Jupiter, les uns s'arrêtaient à Menton, au château de Menton, lui dit « Ah, là-bas il y a un homme saint, vous devriez aller le voir. » Eh bien, nous irons, malgré que nous soyons habillés, mais nous irons pour le beau temps, juillet à août, et septembre, ça sera encore juste. Ils y allèrent, son père, sa mère. Comme d'habitude, il les accueillit. Il les accueillit et leur lava les pieds. C'était une coutume qui date de notre divin maître Christ. Aussi, il fut étonné. Il dit, écoutez, il reconnut ses parents, mais n'en dit rien. Je vais revenir après la vêpre. Et eux discutaient. Son oncle, son père, je ne comprends pas. Mais à l'âge qu'il est, ça devrait être notre fils. Puis vous avez vu, on dirait le ton de notre fils. Et puis sa manière de parler avec beaucoup de délicatesse. Bernard revient, après les vêpres et une prière longue, il dit « Saint Nicolas, aide-moi !» Et là, il se fit découvrir et il dit « Je suis votre fils Bernard, celui que vous avez voulu confier le comté de Genève. » Alors, imaginez l'émotion de retrouver leur fils. Ils y restèrent quelques jours. Et là, lorsqu'ils revinrent, ils donnèrent des grosses sommes d'argent pour continuer le bâtiment. À cet endroit, il passait beaucoup de monde. On dit la légende, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand il est passé par ce col Saint-Bernard, Hannibal et ses éléphants passèrent. Des historiens doutent, je ne fais que de répéter. Bien sûr, il mourut dans la paix, mais sa mort n'était pas, comme on dit, un enterrement, c'était un triomphe. On a quitté notre Père bien-aimé. Tout le peuple d'Aos, Noaro, tous ces gens l'adulaient, l'aimaient beaucoup. Et bien sûr, les jeunes reprirent en maintenant l'accueil aux pauvres, aux pèlerins, aux voyageurs. Et bien sûr, on ne le nomma plus le col Jupiter, on l'appela le col Saint-Bernard, qui rejoint Marly et Aos. Ce lieu a été célèbre. Au moment de la Révolution française, 50 000 réfugiés sont passés. 50 000. Peut-être pas tous ensemble, je pense, car à l'époque de la Révolution française, la Savoie liée avec le Piémont était un pays puissant et les révolutionnaires n'ont rien fait de ce côté, Dieu soit loué. Et aussi les fameux chiens. Ces chiens qu'on appelle les chiens Saint-Bernard, c'est normal, on lui donnait le nom. Le nom. Et là, ces chiens venaient de Syrie. Les Romains l'avaient pris pour garder les maisons, leurs maisons et tout, leurs résidences. Et on eut à offrir ces chiens aux gens. Et c'était des bons chercheurs. Ils avaient un odorat fin pour retrouver ceux qui étaient enfouis dans la neige.
La légende dit qu'il tenait un baril, soit un peu d'alcool, pour se remonter. On discute, mais l'image populaire est restée. Et un chien qui a été très célèbre, Barry, peut-être que dans votre jeunesse, vous avez lu cette histoire de Barry le chien Saint-Bernard. Il a sauvé 40 personnes. Aussi, là, Napoléon y est passé aussi. Il peut abriter qui que ce soit. C'est pour ça qu'il a gagné la bataille d'Arcole. Alors, pour la petite histoire, les chevaux ne pouvaient pas monter là-haut. Alors, mais c'était que les mulets ou les ânes pouvaient passer. Mais monsieur, comme il avait le sens de la vedette, de la grandeur, il ne pouvait admettre de monter sur le cheval. Voilà la petite histoire. Je l'ai su par un guide qui habite. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands s'y ont installés. Il y avait un grand passage malgré le temps si mauvais. Ce fut presque démoli. Mais un prêtre fut aussi à l'origine de remonter. Aujourd'hui, avec le tunnel du Mont-Cenis, moins de gens vont là-bas. Mais on accueille tous les touristes. Saint-Bernard de Menton, il y a encore des descendants qui habitent à ce château. Il y a dû y avoir des transformations. Même, on a demandé des jeunes gens courageux d'aller presque au sommet de l'Himalaya. Mais la jalousie, c'est tellement humain qu'ils durent partir à l'île de Formose. Voilà l'histoire vraie de Saint-Bernard de Menton avec le col qu'on appelle maintenant le col Saint-Bernard, mais vous connaissez l'origine. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie et bonne écoute